La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce samedi. Au sommaire, le lancement de l'Institut de formation et de recherche stratégique au campus de Lomé, fruit de la collaboration entre l'Université de Lomé et l'état-major des forces armées togolaises. Nous allons y revenir plus en détail dès le début de ce journal. La formation des professionnels des médias privés des régions centrales Kara et Savane, ils approfondissent leurs connaissances en style rédactionnel et technique de l'information en période de crise sécuritaire. Également, dans ce journal, le don du chef de l'État aux déplacés en interne et victimes des attaques survenues dans le Grand Pendjal. Un important lot de vivres et kits scolaires remis aux autorités locales au profit des bénéficiaires. Et puis, la première édition du Festival international d'Aniro est ouverte. Objectif, promouvoir la culture togolaise et partant celle africaine. Reportage à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. Un nouvel institut de formation et de recherche voit le jour à l'Université de Lomé. L'Institut d'études stratégiques est officiellement lancé, fruit de la collaboration entre l'Université de Lomé et l'état-major des forces armées togolaises. Cet institut a pour mission la formation, la recherche sur des questions stratégiques dans tous les domaines, militaires, économiques, sociaux, bref, touchant à la vie de la nation. Tchazina Mbaga. L'Université de Lomé s'engage dans la formation des stratèges, des personnes qui auront la lourde responsabilité de proposer les meilleures voies et moyens pour mener à bien les politiques et programmes de développement. C'est à travers la création de l'Institut d'études stratégiques IES, officiellement mis en branle au cours des présentes assises. Sur ces 2 dernières années, que nous avions 3 crises. Nous avons la crise sanitaire, puis nous avons la crise sécuritaire et bientôt une crise alimentaire marquée par la vie chère. Il faut donc redéfinir les politiques du pays et voir comment les points stratégiques, comment la méthode, de quelle manière les différents acteurs, qu'ils soient institutionnels, non institutionnels, doivent se repositionner pour que sur chaque point et chaque objectif de développement défini pour le pays, que nous puissions avoir la meilleure façon de travailler. L'IES, qui ambitionne de former le maillon manquant dans la chaîne de mise en œuvre réussie des différents programmes et projets publics, a 3 missions essentielles. L'Institut des études stratégiques va faire de la recherche sur des questions stratégiques dans tous les domaines, que ce soit militaire, que ce soit économique, que ce soit social. L'Institut a vocation à faire de la formation et va également former sur des domaines qui sont liés toujours à la notion de stratégie. Troisième dimension, c'est que l'Institut va être donc un point de facilitation pour permettre également la reconnaissance et l'homologation de diplômes qui ne sont pas des diplômes universitaires traditionnels. Ce sont les diplômes professionnels ou les diplômes militaires qui sont obtenus par les forces de défense et de sécurité dans leur cursus, dans leur formation normale. La vision affichée des plus hautes autorités est de faire du Togo un pays en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable d'ici à l'horizon 2025. Cette vision, aussi ambitieuse soit-elle, ne peut aboutir sans l'once d'une fine stratégie. D'où la nécessité de la création de l'IES pour garantir le succès des différents programmes et projets pour le bien des populations. La faillite d'un État n'est pas d'essence exclusivement sécuritaire. Et cette faillite, elle est plurielle. Et nous devrions avoir les armes de construction massive pour être à la hauteur des parades. Et contrairement aux idées reçues, les FAT n'utilisent pas que les armes. Cela voudrait dire que les FAT ont besoin d'autres outils pour être au top dans les différents combats engagés. Nous avons également besoin de notre institut dans le cadre des politiques économiques
même monétaires, qui sont aujourd'hui au cœur aussi de la survie de nos pays. Et donc, je vous demande de fendre l'armure et de faire en sorte que cette aventure soit une belle réussite. La création de l'Institut d'études stratégiques est le fruit d'une collaboration entre l'Université de Lomé et l'État-major des forces armées togolaises. Elle fait suite aux différentes conférences sur la sécurité régionale tenues à Ouagadougou, à Abidjan et à Dakar et auxquelles le Centre de droit public de l'Université de Lomé a pris part. Une conférence publique a été animée à la suite de la cérémonie de lancement à l'auditorium de l'Université de Lomé. Au centre des discussions, l'armée et l'affermissement des relations civilo-militaires. Et nous allons y revenir. Style rédactionnel et technique de l'information en période de crise sécuritaire, les journalistes des médias privés renforcent leurs compétences en la matière. Sont concernés ceux des régions centrales Kara et Savane. Nestor Mouzou. Depuis novembre 2021, le nord du pays est en proie aux actes terroristes. Des djihadistes attaquent certaines localités de la région des Savanes pour semer la désolation au sein des populations. Dans ce contexte d'insécurité, quel doit être le rôle du journaliste? C'est cette question qui est au cœur de cette rencontre. Initiée par la cellule communication du site d'information www.septentrional.tg, la rencontre qui constitue une formation entend renforcer les capacités des journalistes issus des régions centrales, Kara et Savane, par rapport au style de rédaction et au traitement de l'information en temps de crise, afin d'éviter d'exacerber les inquiétudes des populations. Nous sommes journalistes, mais quelquefois nous sommes pris par le sensationnel. Et nous avons tendance à vouloir amener les gens à comprendre que nous sommes ceux-là qui tenons ou bien qui maîtrisons la vérité des choses. Alors que c'est des choses que nous-mêmes, des informations que nous avons eues, mais que quelquefois nous refusons même ou bien nous n'allons pas au fond de la chose pour vérifier sur ce que nous voulons publier ou ce que nous avons eu comme information s'avère vrai. Donc, à partir de ce moment, nous versons dans la désinformation et ça amène les populations à la déception. L'objectif même poursuivi par cet atelier, c'est de réviser beaucoup plus notre manière d'apporter notre contribution pour la quiétude dans ces localités. Président de la séance d'ouverture de la formation, le préfet de la COSA a souligné que tous les citoyens s'invitent aujourd'hui au métier de journaliste, sauf qu'ils n'ont pas la qualification requise. Et c'est là où doit se faire la différence selon l'éthique et la déontologie du métier. Le colonel Hemobadi Bobakali a précisé que les professionnels des médias disposent déjà de ce qu'il faut et que c'est du bon usage qu'il s'agit par rapport à l'information sensible pour éviter de faire plus de mal que du bien. La cellule communication du www.septentrional.tg a profité de l'occasion de cette rencontre pour présenter le site au public. www.septentrional.tg est un site d'information. Il comporte des rubriques politiques, sociales, culturelles, religieuses et bien d'autres. Il a son siège à Kara et est opérationnel depuis mars 2022. Partons tout de suite pour la région centrale où les élèves sont sensibilisés sur la sécurité et la paix. Des notions de comportement civique et citoyen leur ont été inculquées. Désiré Aloy. Ils sont des élèves, des jeunes relèves de demain, acteurs à la base de renforcement d'une paix durable. Au travers des jeux questions-réponses, la formation des clubs de citoyenneté dans les établissements scolaires, entre autres, ils renforcent leur connaissance dans le comportement de coproduction de la sécurité, la culture de la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la justice. Activité initiée par la direction de la formation civique pour sensibiliser les jeunes sur le civisme, le patriotisme et la connaissance des institutions de la République. Il est question d'entretenir les élèves, mais aussi les étudiants, parce que ça concerne aussi des universités privées, de les entretenir sur le thème jeunes patriotes face aux défis sécuritaires, les entretenir sur la connaissance des institutions de la République. L'idée, c'est de les amener à prendre conscience de leur responsabilité et de leur rôle dans la lutte contre l'extrémisme violent.
chaque établissement touché, mettons en place un club de citoyenneté dont nous formons les membres à la production d'un contenu éducatif. Active, cette relève de demain a un rôle important à jouer pour garantir une paix durable, fondement essentiel pour assurer son avenir. Pour être vraiment un bon citoyen, je dois défendre mon pays, je dois respecter le drapeau togolais, je dois aussi participer aux travaux communautaires dont le Togo a besoin à faire en cultivant la paix. Je dois sensibiliser autres pour les amener à bien défendre le pays. Tant que nous avons des responsabilités. Au niveau des clubs que nous allons mettre en place après cette formation, nous allons sensibiliser nos camarades et eux aussi à leur tour seront chargés d'aller transmettre l'information à la maison. Le PNUD soutient le gouvernement togolais dans cette politique nationale relative à la culture de la paix, de la sécurité et de la justice pour tous. Le chef de l'État vient en soutien aux populations de Pendial confrontées à l'extrémisme violent des kits scolaires et un important lot de vivres leur ont été remis au nom du chef de l'État par la Fondation Mariam. Gérard Laboudou. La résilience de la préfecture de Pendial se poursuit davantage suite aux récentes attaques liées à l'extrémisme violent. Dans sa volonté de ne laisser aucun Togolais de côté, le chef de l'État poursuit sa campagne de solidarité au profit des victimes et déplacés internes dans le Grand Pendial. Le président de la République a une fois encore fait parler son cœur à travers cet appui en vivres destiné aux couches rendues vulnérables par la situation sécuritaire dans le Pendial. Et la Fondation Mariam s'est chargée de la remise symbolique de cette aide du chef de l'État Faure Essaouzoumania Singbe aux populations de la préfecture de Pendial. Le message qui accompagne ce don, c'est un message de solidarité envers cette population vulnérable. Elle n'a pas choisi d'être dans cette situation, parce que c'est une situation qui peut toutefois arriver à tout le monde. La politique de l'éducation pour tous, prônée par le chef de l'État, est également en marche. En plus de ces vivres, un important lot de kits scolaires est également destiné aux apprenants en situation difficile dans le Pendial. Nous avons besoin de ces soutiens pour accompagner cette population, pour accompagner ces déplacés internes, pour accompagner ces enfants, surtout en cette période de la rentrée où il faut vraiment que les enfants puissent avoir un petit ventre satisfait avant de retrouver les salles de classe. Je pense que c'est très fondamental. Nous ne prions que Dieu de les accompagner dans leurs actions. Après cette cérémonie de remise symbolique aux autorités locales, la distribution se poursuivra dans une dizaine de villages enregistrés au profit de 1751 ménages. La suite de cette édition avec la journée du volontariat français, la 11e édition, événement célébré chaque mois d'octobre. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour passer en revue les activités menées et définir de nouvelles perspectives. Issa Karouda. Est au Togo depuis le 31 août 2022 et c'est par le truchement de France Volontariat, une plateforme d'échange, de solidarité et de partage d'expériences. Depuis son arrivée, elle est déployée à l'ONG Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus. Nous œuvrons dans les prisons du Togo donc pour améliorer les conditions de vie des détenus. Et moi, je suis particulièrement dans le pôle donc, de la gestion de projet. J'établis des termes de référence, donc les fiches, les plans donc, des projets que nous allons mettre en place avec l'organisation. Comme Héloïne, ils sont des milliers de jeunes Français à déferler dans des organisations de divers domaines d'intervention au Togo. Par leur engagement, ils apportent leur contribution à la satisfaction des besoins des populations. C'est donc pour célébrer cet engagement qu'une journée leur est dédiée au cours du mois d'octobre. Pour cette journée, on le fête à travers une thématique globale, une nouvelle ambition pour le volontariat. Et au niveau du Togo, dans cette nouvelle ambition, on voudrait mettre en avant la réciprocité, c'est-à-dire permettre à des jeunes Togolais de pouvoir faire des missions en France. Maintenant, nous devenons en fait un groupement d'intérêt public. Cela dénote de la nouvelle ambition de faire un volontariat dans tous les sens. Depuis 2011 à ce jour, plus de 14 000 Français ont pu faire valoir leur expérience au Togo. Un chiffre qui contraste avec celui de leurs pères togolais en direction de la France.
La célébration de la 11e édition de la journée du volontariat français au Togo sous le signe de la réciprocité est une occasion de repenser ce programme. Le Togo va être bénéficiaire d'un programme de relance et bénéficiaire d'ores et déjà d'un programme de relance et de redynamisation du volontariat comme projet pilote. Ce projet pilote entraînera nécessairement ou illustre, je crois, la volonté des deux parties de s'engager dans une relation toujours plus partenariale, d'égal à égal. Plusieurs activités ont marqué cette journée, dont la foire et des panels, des tribunes qui ont permis aux volontaires de partager leurs expériences avec le public. La commune Sotoubois 2 a une infrastructure sanitaire de plus. Le centre médico-social Padre Piou a ouvert ses portes aux patients, ce qui vient renforcer les pratiques sanitaires dans cette localité, suivant ainsi le programme sanitaire du chef de l'État, Désiré Aloy. Une nouvelle infrastructure sanitaire à Adjengré dans Sotoubois 2. Le centre médico-social Padre Pio, structure née de la volonté du diocèse de Sokodé pour accompagner le gouvernement togolais dans sa politique de santé pour tous. L'ouvrage flambant neuf béni est ouvert au public. On ne peut pas dire qu'on souhaite que la population soit malade. Non, qu'elle soit moins malade. Mais ceux et celles qui auront des maux, qu'ils puissent trouver dans ce centre un personnel accueillant, actif, qui travaille, qui se donne, mais aussi qui trouvent des médicaments pour soulager leur maladie et guérir. Un rêve devenu réalité grâce aux différents partenaires de l'Église catholique. Structure entièrement équipée représente une ambition au service des populations. La construction de ce nouveau et joli joyau rentre dans le souci permanent du gouvernement de rapprocher les services de santé de la communauté, puisque l'accessibilité géographique pour être dans un rayon de 5 km d'une formation sanitaire est de 60%. L'opportunité va contribuer à améliorer l'offre de santé dans le district sanitaire de Sotoubois. Ici, la médecine générale, la pédiatrie, la gynécologie, le laboratoire d'analyse sont entre autres services. Le centre aujourd'hui inauguré est pour la commune de Sotoubois une grande joie. C'est pour nous aujourd'hui un centre de santé de référence par rapport aux soins qui seront donnés à la population. C'est un acquis joyeux à entretenir par la contribution de tous. Structure de plus pour rapprocher davantage l'offre de santé des populations avec comme objectif relever le défi de la problématique de la santé. Entrevue à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Tombéga Dogbe a reçu en semaine le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Togo, Moriko Tiemoko. Il est venu réitérer l'engagement de son pays au Togo. La deuxième audience est accordée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La Commission a fait part au Premier ministre du point sur les travaux à Lomé. Yasmine Kodia. Le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Togo, M. Tiemoko Moriko, est venu présenter ses civilités au chef du gouvernement, Victoire Tombéga Dogbe. Il a rappelé l'engagement du gouvernement ivoirien à poursuivre la coopération fructueuse en œuvre déjà entre son pays et le Togo. Une coopération qui doit, selon le nouvel ambassadeur, s'étendre à la zone de libre-échange continental, la ZLECAf. Il est de bonne loi que nous puissions faire le mouvement vers les plus hautes autorités du Togo, tenter donc au Premier ministre nos civilités et lui dire que nous sommes à sa disposition éventuellement pour booster les rapports de coopération que nous avons. Le Togo a abrité pendant de longues années nos frères et sœurs qui s'étaient déplacés ici par rapport à la crise de 2010-2011. Il était question également que nous profitions de l'occasion pour saluer les actions du gouvernement et du Premier ministre par rapport à tout ce qui est engagé et faire en sorte que
cette coopération qui était déjà à un bon niveau déjà puisse prospérer au bénéfice de nos populations. Nous avons beaucoup à faire partager avec nos frères et sœurs du Togo. Bien évidemment, l'intégration aujourd'hui, c'est une réalité. On a la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'habitants, donc de consommateurs potentiels. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à partager. Et bien évidemment, il faut commencer par nous déjà. Avant le Togo, M. Thiemoko était ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana. Le Togo d'hier est différent du Togo d'aujourd'hui en matière des droits de l'homme. Voilà la conclusion de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont le président partage les préliminaires des observations à l'issue des 5 jours de travaux. Au terme de notre mission, nous sommes venus partager avec Son Excellence Madame la Première ministre les éléments préliminaires. Il y a beaucoup d'éléments positifs qui témoignent des efforts du gouvernement qu'elle conduit sous le leadership de Son Excellence Monsieur le Président de la République, conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, un certain nombre de droits, les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. La Commission nationale des droits de l'homme qui a été renforcée dans ses compétences, le service du médiateur, qui est également une avancée significative. Et d'ailleurs, à ce sujet, sur les 25 000 plaintes victimes qu'il y a dans ce pays, compte tenu du passé de ce pays, on ne va pas revenir là-dessus, au moins 20 000 ont déjà reçu une indemnisation. Le tableau ne peut pas être complètement blanc, il y a des petites choses, des domaines de préoccupation, mais le bilan global, il est tout à fait positif. Cette mission de la Commission africaine des droits de l'homme au Togo fait suite à la dernière effectuée en 2012. À l'étranger, au centre du Nigeria, les principales routes reliant l'état de Kogi à d'autres régions ont été submergées par les pires inondations que le pays ait connues depuis 10 ans. Ces inondations ont tué 7 personnes et plusieurs maisons ont été englouties par les eaux. Victoria se rend désormais chez elle, en pirogue. Depuis quelques jours, cette enseignante de 45 ans et sa famille sont hébergés chez des proches. Elle revient pour tenter de sauver ce qui lui reste. La semaine dernière, je suis partie en pensant que l'eau n'augmenterait pas autant. Je suis revenue quelques jours plus tard pour constater que tout avait été endommagé. Une situation due à des pluies inhabituelles depuis le mois de juin et au débordement du barrage de Lac d'eau au Cameroun voisin. L'État de Benue, grenier du Nigeria, est sous les eaux. Plus de 100 000 hectares de terres agricoles ont été inondés. Un secteur déjà mis à mal en raison de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. La riziculture d'Abraham se trouvait le long de cette rivière. 20 hectares engloutis, irrécupérables. Tout ça, jusqu'à l'endroit où nous avons les poteaux électriques au sud, c'est ma ferme. 50 hectares de terre, toutes cultivées, qui sont noyées à cause des inondations. 1 demi-million de Nigérians sont concernés dans 29 des 36 États que compte le pays. Aucun secteur d'activité n'est épargné. Dans l'État voisin de Kogi, les principales routes qui relient le Nigeria au reste de l'ouest de l'Afrique sont impraticables. Des milliers de voyageurs sont bloqués au milieu de la route depuis des jours. 5 jours complets maintenant. Avec tout ce que nous transportons, nous ne nous sentons pas du tout en sécurité et nous avons faim. Les gens sont à bout. Nous remercions le bon Dieu d'être encore en vie. Le bilan est lourd. 300 morts, plus de 100 000 déplacés. Certaines familles ont pu trouver refuge dans des écoles pour tenter d'échapper à ce qui pourrait être les pires inondations qu'ait connu le Nigeria en une décennie. En bref, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé samedi la tenue les 14 et 15 octobre d'assises nationales devant désigner un président de transition avant l'organisation d'élections en 2024 dans le pays. Ces assises vont rassembler notamment les forces politiques et sociales et de la société civile. En bref, encore, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a purgé sa peine. Il avait été condamné à 15 mois de prison ferme pour avoir refusé de répondre à une commission enquêtant sur la corruption.
En page nationale, l'ouverture du Festival international d'histoire d'Aného, une initiative de la Fondation Akereburu est partenaire pour promouvoir la culture togolaise et partant celle africaine à travers l'histoire des peuples. Tiazinambaga. Ville tricentenaire, Aného est un agrégat d'histoire. Une histoire diverse et variée, dépositaire de sa culture. C'est cette histoire multiple, ouverte sur le monde, qui est célébrée à travers le Festival international d'histoire d'Aného. Aného a été le comptoir commercial qui a été le lien entre beaucoup de villes. Aného aussi a une histoire culturelle brésilienne, portugaise, française, anglaise. Donc, Festival d'histoire d'Aného, c'est un devoir de mémoire pour nous les natifs du milieu pour échanger sur les sujets d'actualité. Le sujet abordé pour cette première édition porte sur les eaux. Les eaux interrogées dans leur aspect scientifique et socioculturel dans une perspective de croissance économique et de développement touristique. Ville invitée, Grand Popo du Bénin. Elle est présente avec sa troupe afro-brésilienne et ses galédés. Nous venons célébrer l'eau qui désormais doit constituer pour nous une richesse. Nous ne devons plus faire d'eau à l'eau, mais nous devons faire face à l'eau. L'eau qui est une richesse qui vient aussi nous menacer, nous allons essayer de nous y adapter et de pouvoir transformer ces menaces en opportunités. Aného, la ville de l'eau, n'existerait pas s'il n'y avait pas de source. La force de l'eau vient de la source, dit la sagesse. Voilà qui justifie la présence de la ville de Sokodé associée à ce festival. Le mono qui prend sa source dans les massifs de Tchaoudjo vient se jeter dans l'océan à Aného. Personne ne peut couper ça. Nous avons amené les chevaux. Notre art culinaire, vous connaissez ce qu'on appelle waché, les beignets, coco, même foufou. Il y a le sport. Il y a Semassi qui arrive et qui livrera un match amical de foot avec Bouglosou. Le Festival international d'histoire d'Aného, c'est aussi des histoires d'ici et d'ailleurs, contées, chantées et même racontées de façon décalée. L'histoire, c'est quelque chose de vraiment important aujourd'hui pour la jeunesse. Pour la jeunesse africaine. Marcus Garvey disait un peuple qui est ignorant de son passé, de sa culture, de son histoire, c'est comme un arbre sans racines. Quand vous baladez par exemple en France, vous voyez que les Français sont conscients de l'histoire. Partout, dans toutes les rues, on rend hommage aux hommes qui ont marqué l'histoire de la France. Vous avez boulevard Valéry Giscard d'Estaing, avenue, boulevard Charles de Gaulle, Voltaire, Diderot, partout. Mais ce qui me rassure, c'est qu'en Afrique aussi, on rend hommage aux hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Oui, dans certaines villes en Afrique, tu vois des boulevards Valéry Giscard d'Estaing, des boulevards Charles de Gaulle, des ponts Kennedy. Bon, ne riez pas, c'est une tactique. Oui, comme ça, quand par exemple le boulevard, il y a des trous dedans, on appelle les descendants de Charles de Gaulle, on dit vous là, votre ancêtre là, son boulevard à qui on a donné son nom, c'est gâté, il faut venir réparer. Initié par la Fondation Akereburu et partenaire en collaboration avec la commune des Lacs 1, le Festival international d'histoire d'Aného a honoré le ministre John Dokofi, Nana Krepi Sivomedede Gamele et le professeur d'Alimeda qui ont marqué l'histoire du Togo par leurs parcours exceptionnels et leurs œuvres incommensurables. Le gagnant du concours de littérature FIHA, Agbemele Kodjo, a reçu son prix pour son œuvre intitulée Muse au cachot. Activités socioculturelles, sportives et médico-chirurgicales sont aussi au programme du Festival international d'histoire d'Aného, FIHA 2022. Actualité sportive avec l'inauguration de terrains de handball des lycées Wahala et Amoublo. Ces infrastructures font partie des réformes liées à la pratique des différentes disciplines sportives au Togo. Dodo Waré. Ce terrain multisport, le lycée Wahala n'en avait jamais eu auparavant. Cette équipe de handball n'existait pas non plus.
C'est en seulement 4 mois que l'ouvrage a été réalisé et les équipes formées en 2 jours. Et déjà, les premiers jeux qui motivent élèves et enseignants. Nous sommes très contents d'avoir ce terrain parce que les élèves aiment beaucoup les jeux ici. Moi aussi, je suis très contente. Ces talents-là sommeillent en eux, faute d'exercice. Donc nous allons rapidement les organiser et très bientôt vous allez entendre parler du lycée de Wahala sur le plan régional, sur le plan national, pourquoi pas. Nous allons concurrencer les équipes de Lomé. Un rêve devenu réalité également au lycée Amou-Oblo. L'établissement n'avait qu'une équipe de foot. Aujourd'hui, en plus du handball, le lycée Amou-Oblo, tout comme celui de Wahala, aura une équipe de basket et de volley-ball. Pour convaincre les apprenants à adopter ces disciplines sportives, les parents sont volontiers. Nous venons de voir quelque chose de très luxueux et nous sommes très fiers que ce terrain soit implanté ici. Et nous promettons conseiller nos enfants de s'y mettre pour faire les autres sports et non faire seulement le football. Les 2 plateformes respectent les normes internationales de terrain et sont financées par le ministère des Sports et la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Les dimensions du terrain sont de 26 mètres de large et 45 mètres de long. Cela a été réalisé dans les règles de l'art. Donc la durabilité, moi je dirais, ça peut durer une vingtaine, une trentaine d'années. C'est un ouvrage qu'on a réalisé en respectant les cahiers de charges que nous a confié le ministère du Sport et des Loisirs. Le critère pour qu'un établissement dispose de ces terrains de handball est tout simple. Participer régulièrement aux championnats scolaires et universitaires. Et le handball fera désormais partie de ce championnat. Avec la construction de ces plateformes dans les différentes régions, Madame le ministre des Sports et des Loisirs a instruit que le handball soit inscrit au programme des championnats scolaires et universitaires. Ce que nous avons déjà vu à Wahala ce matin et à Amou-Oblo nous égaye parce que nous avons vu des enfants qui commencent déjà par s'initier à la pratique du handball. Et nous nous réjouissons du fait que quand nous allons lancer les activités au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires, ces établissements vont s'inscrire et ça va susciter beaucoup d'engouement dans le cadre de la pratique du handball dans notre pays. Ces 2 terrains de jeu portent à 10 le nombre total de terrains de handball mis à la disposition des établissements scolaires dans les localités. Dans le contexte du 2e tour aller des préliminaires de la Ligue des champions CAF, le club togolais ASCO de Kara s'est incliné cet après-midi au stade de Kégué devant JS Kabylie de l'Algérie sur un score de 2-1. Extrait des buts proposés par Achou Saba. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le concert parti Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. L'édition de nuit sera assurée par Abidé Nyasingbi. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.